de permettre aux candidats d'expliciter leur vision du pays, notre ambition, jouer pleinement notre partition dans le cadre bien compris de la feuille de route telle qu'indiquée par le Conseil national de la communication, de façon que chaque citoyen, le moment venu, se détermine en toute âme et conscience. Ni acharnement, ni harcèlement sera notre credo tout au long de cette série d'émissions. D'ores et déjà, je requiers l'indulgence des uns comme des autres quant aux éventuels manquements à cet exercice. Ni survol, ni galvaudage. Toutefois, il sera difficile d'aborder en profondeur tous les aspects liés à l'espérance d'un mieux-être et du mieux-vivre tel que proposé par les candidats. À la tâche avec moi sur ce plateau, Martial Tchibinda. Martial, bonsoir. Bonsoir Théophile. Olga Conforto Kenkali, bonsoir Olga. Bonsoir Théophile. Et Alain Richard Zambazinga. Bonsoir Théophile. Notre invité de ce soir n'est autre que M. Bruno Ben Moubamba, qui n'est rentré que ce matin car en tournée de campagne. Monsieur Bruno, bonsoir. Bonsoir. Et surtout merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Enfin, bonsoir et surtout d'avance merci à tous les techniciens qui s'activent dans l'ombre de la lumière qui nous éclaire. Et pour entrer dans le vif du sujet, tout de suite nous allons vous présenter qui est Bruno Ben Moubamba. Bruno Ben Moubamba est né à Libreville le 4 janvier 1967, dans le quartier populaire de la Sorbonne. Pour ceux qui connaissent Libreville, c'est à la Sorbonne, c'est à la gare routière. Il est marié et père de 3 garçons. Il a fait sa formation à l'école primaire de la Sorbonne, puis Petit Paris Séminaire Saint-Jean, collège Sainte-Marie et collège Bessieux. Après le baccalauréat à Libreville, il passe son diplôme de journalisme et de communication à Bordeaux en France. Il est docteur en philosophie à l'université de Reims, docteur également en sciences politiques à l'école des hautes études en sciences sociales de Paris. Et une carrière professionnelle tout aussi bien remplie. En 1992, il fait partie de la mission humanitaire en Bosnie-Herzégovine, alors en guerre. Journaliste au Gabon à Africa numéro 1, puis à Radio Soleil, de 1997 à 1998. Il est auteur de la création de Radio Catholique Gabonaise Sainte-Marie en 1999. Journaliste en France à Radio Notre-Dame, KTO pour ceux qui suivent la télévision sur le câble, la télévision catholique. À partir de 1998, fondateur et président de l'Institut français Edith Stein, action humanitaire au Gabon, sur ses fonds propres, c'est important de le souligner, avec son épouse et des dizaines de volontaires français, gabonais et burkinabés. Sauvegarde de la mission historique de Singara dans la province de Langoudie, puis la réouverture de l'école, création d'un internat, un dispensaire et de nombreux projets agricoles. Acteur de la société civile, l'origine de son engagement politique. Porte-parole des acteurs libres de la société civile gabonaise et engagé dans les biens mal acquis. Auteur, fin 2008, de la lettre ouverte à Omar Bongo où il demande des comptes sur la gestion financière du Gabon pendant 42 ans. Immédiatement, la suite, vous la connaissez. Sa carrière politique, candidat indépendant à la présidentielle gabonaise du 30 août 2009, arrivé officiellement 7e sur 18 candidats pour dénoncer le coup de force électoral à venir. Première grève de la faim d'Afrique centrale du 15 au 30 août 2009 devant l'Assemblée nationale gabonaise. Les Gabonais s'en souviennent encore. Cofondateur du parti Union nationale avec André Mbaobam, qui le nomme ministre des Affaires étrangères. Il démissionne de l'UN en août 2011 pour adhérer en janvier 2012 à l'Union du peuple gabonais. Et puis en février 2013, nommé chargé de la communication, de l'économie numérique et des relations avec les institutions constitutionnelles de l'UPG. Lors du premier congrès de l'UPG en avril 2015, il est élu président de l'UPG par les fédérations et les militants, un scrutin public incontestable, selon lui, sous contrôle d'huissier, sans interruption du vote à la proclamation des résultats, en passant par le dépouillement sous le regard et le contrôle des centaines de personnes présentes. Voilà, en quelques mots, qui est le candidat qui inaugure cette série d'émissions organisée par le Conseil national de la communication. Monsieur Moubamba, notre échange de ce soir va porter sur votre vision du Gabon, sur les plans politiques avec Martial, économique avec Alain Richard et social avec Olga. Naturellement, nous évoquerons également d'autres éléments, d'autres aspects de votre projet liés à l'environnement, à la culture et au sport. D'abord,
une question d'actualité. Vous avez fait de l'union de l'opposition votre cheval de bataille. Au moment où celle-ci se met en forme, vous disparaissez des écrans radars. Alors, qu'en est-il exactement? Je tiens déjà à vous remercier à nouveau de m'avoir fait l'honneur de me porter la contradiction aujourd'hui, contradiction entre guillemets, précisément sur votre question concernant la fameuse candidature unique. Bruno Ben Moubamba, en tant que candidat à cette élection présidentielle, a été le premier acteur à proposer aux opposants de désigner un candidat unique à cette élection présidentielle pour mettre fin au système Bongo-PDG. Nous avons proposé un protocole d'accord sur la transition politique au Gabon. Celui qui devait être désigné candidat unique devait s'engager à devenir un président de la transition gabonaise. Nous avons été surpris par la suite qu'un conglomérat d'ONG désigne un candidat unique sans avertir l'ensemble des candidats engagés dans cette procédure. Ensuite, il y a eu des négociations entre une triade de candidats que je ne citerai pas ici, qui a désigné un candidat à l'abri du besoin et de la peur comme représentant de l'ensemble du collège des candidats. Nous ne l'avons pas accepté parce que lorsque l'on prétend établir une meilleure démocratie au Gabon, on commence d'abord par appliquer cette démocratie au cœur de l'opposition. Nous n'avons pas accepté un passage en force, un putsch entre guillemets, un putsch politique contre le collège des candidats. Les premiers concernés par la désignation du candidat étaient les candidats dans leur ensemble, en tout cas ceux au moins ayant signé, comme Bruno Ben Moubamba, la déclaration de l'Union sacrée pour la patrie. Nous étions 7. Celui qui vous parle n'a jamais été consulté pour la désignation de ce candidat à l'abri du besoin et de la peur. Voilà pourquoi nous avons jugé cette procédure inamicale. Qu'à cela ne tienne, la situation est celle que tout le monde connaît aujourd'hui. Pour autant, la porte reste-t-elle fermée pour vous? Et est-ce que c'est un dossier classé? Rien n'est jamais définitif. Cependant, nous tenons à dire ceci. Il n'a jamais été question d'un ralliement à un quelconque candidat, mais bien d'une candidature unique visant à acter devant la communauté nationale la fin du système despotique au Gabon. La procédure n'a pas été démocratique, voilà pourquoi nous maintenons notre candidature à l'élection présidentielle et nous irons jusqu'au bout, pour reprendre une phraséologie souvent usitée. En ce qui concerne le candidat Bruno Ben Moubamba, certains considèrent qu'il s'agit d'un candidat mineur, un candidat qui n'est pas majeur, alors il n'y a pas péril en la demeure. Ils n'ont pas besoin de nous, il n'y a donc pas à s'inquiéter. Même si nous maintenons notre candidature, cela ne devrait pas inquiéter la galaxie à l'abri du besoin et de la peur. Donc nous ne sommes pas un problème. En définitive, qu'est-ce qui importe pour vous, la procédure ou la finalité, pour clore ce chapitre? Ce qui importe, c'est le principe, c'est le respect des procédures et également la finalité. Nous sommes engagés en politique, non pour rechercher des postes, non pour rechercher des avantages personnels, mais avant tout pour défendre les principes, les valeurs et les normes. Nous pensons que ce pays a besoin d'établir des principes, des valeurs et des normes. Et concernant les normes de démocratie, de respect et d'écoute, y compris des plus faibles et des plus fragiles, sont importantes. Voilà pourquoi ceux qui veulent changer la société gabonaise doivent respecter les normes. Et en la circonstance, les normes démocratiques n'ont pas été respectées. Voilà pourquoi nous pensons que cette procédure était inamicale et pour l'instant, nous sommes toujours candidats. Nous retenons
à ce sujet que les portes ne sont pas définitivement fermées pour Bruno Ben Moubamba. Venons-en à présent à votre projet de société. Vous êtes très critique sur l'état de la nation. Quelles sont les causes de ce que vous qualifiez d'échec? Aucun secteur n'est épargné par votre analyse. Nous sommes critiques. Je crois que c'est l'ensemble du peuple gabonais qui est critique sur l'état de la nation. Il y a de quoi s'inquiéter quand le système actuel, les représentants du système qu'on peut appeler système despotique, parce que le système actuel qui a près d'un demi-siècle est un système usé, fatigué, épuisé, il y a de quoi s'inquiéter quand nous entendons les représentants du système actuel répéter à souhait « laissez-nous avancer ». Mais laissez-nous avancer vers où? Vers le précipice, vers le ravin. Le peuple gabonais est fatigué. Le peuple gabonais est épuisé après un demi-siècle sous un même système. Lorsqu'une voiture est fatiguée, lorsque le moteur ne répond plus, il faut avoir le courage de changer de véhicule. Nous demandons un changement profond de la matrice gabonaise, un changement du système, un changement des valeurs dans lesquelles nous avons vécu depuis 50 ans. Quelles sont ces valeurs? Principalement l'organisation de la misère du peuple gabonais. Nous ne pouvons plus vivre dans un système où, premièrement, nous avons des despotes à tous les étages de la pyramide gabonaise. D'abord au niveau de l'exécutif. Ensuite, lorsqu'on descend à chaque étape de la pyramide, nous avons des petits despotes dans les collectivités locales, dans les mairies, dans les villages, dans les organisations. Nous avons besoin de remettre le citoyen au centre du système gabonais. Que le citoyen se sente responsable de sa famille, de son village, de sa ville, de sa collectivité locale, de son pays, de son continent. C'est cette révolution systémique dont le pays a besoin. Nous ne sommes pas ici dans des querelles personnelles. La différence entre le candidat Bruno Ben Moubamba et peut-être certains opposants, c'est que celui qui vous parle ne fait pas du débat une querelle de personne, ni un sujet de haine personnelle envers tel ou tel autre. Il s'agit avant tout de changer de système. Ce système ne marche plus. Ce système fondé en 1967 est épuisé. La nation est fatiguée. Nous avons besoin de voir plus loin que l'horizon du système Bongo-PDG et cela est notre droit le plus absolu. Le Gabon doit changer, quelque chose doit changer au Gabon, c'est ce que demande le peuple et le peuple doit être écouté. Bruno, pour faire la transition avec Martial qui est chargé du volet politique, pendant longtemps le monopartisme a été accusé de tous les maux. Pourtant, les déterminants qui instaurent le pluralisme politique n'ont pas gommé les logiques politiques clientélistes du parti unique. Qu'en pensez-vous? Vous savez, lorsque le président Omar Bongo a pris le pouvoir, qu'il repose en paix, il a trouvé un système qui reposait, un système fondé par feu le président Léon Mba, qui reposait essentiellement et politiquement sur les scrutins à la proportionnelle, les scrutins de liste. On pouvait ainsi être élu à Ndende, par exemple, comme Jean-Hilaire Obam, alors qu'on était d'ethnie Fan. Il y avait une sorte de mixité politique dans ce pays qui a disparu avec l'instauration du Parti démocratique gabonais. En quoi a consisté le Parti démocratique gabonais? En un changement de système reposant essentiellement sur la géopolitique, sur la gestion tribale et ethnique, alors même qu'on prônait l'unité nationale. Il s'agissait essentiellement de contrôler chaque population de ce pays avec un despote à la tête de telle collectivité locale. Ainsi, si l'on était Fan, on devait régner sur une population Fan, ainsi de suite, ainsi de suite. On en a fini avec la pluralité instaurée par feu le président Léon Mba et qui était favorisée par les scrutins sur liste et la proportionnelle. Le parti unique
a certainement été fondée sous une période correspondant à la guerre froide, une logique de guerre entre l'Occident et l'Est. Voilà pourquoi certaines réalités mondiales ont sans doute jugé nécessaire d'établir en Afrique en général et au Gabon en particulier des présidents qui devaient assurer le contrôle de tels pays au nom de la logique des blocs Est contre Ouest. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Ce que nous reprochons au président candidat, c'est d'avoir assumé en son nom un système qui est dépassé et qui correspond à la guerre froide. Nous avons besoin de changer parce que le monde a changé. Nous vivons toujours comme si nous étions sous le parti unique alors que le mur de Berlin s'est effondré. Et voilà pourquoi, je le répète, quelque chose doit changer au Gabon et c'est le sens de notre engagement. Merci Al pour la suite de ce volet politique. Merci Théophile. Quelque chose doit changer. C'est pour cela d'ailleurs que vous vous présentez candidat à cette élection. Nous avons parcouru votre projet de société, du moins ce que vous proposez aux Gabonais. Il est très fourni, même si là ce n'est qu'une synthèse. Et votre programme tourne autour de ce que vous appelez le Gabon d'après. Ça laisse rêveur. Qu'est-ce que vous entendez par le Gabon d'après ? Monsieur Tchibinda, merci pour votre question qui me permet justement d'aborder ce thème qu'est le Gabon d'après. Le Gabon d'après pouvait venir après une transition politique organisée par l'opposition. Mais précisément, il est temps pour nous d'expliquer quel est donc le sens de ce slogan de campagne. Le Gabon d'après, c'est le Gabon d'après le système despotique, après le système Bongo-PDG. Parce que nous sommes une génération qui a grandi sous le parti unique, ce que l'on appelait avant la jeunesse jadis sacrée. Mais en réalité, une jeunesse qui a été sacrifiée, parce qu'elle a grandi dans des bidonvilles, elle a grandi dans les mapanes, comme on dit, elle s'est débrouillée, elle a vécu la crise économique et pour l'essentiel, elle est au chômage aujourd'hui, malgré ses diplômes. Le Gabon d'après repose sur 3 piliers essentiels. Le premier est une réforme constitutionnelle fondamentale, un rééquilibrage des 3 pouvoirs, un rééquilibrage du pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. J'aurai le temps certainement de l'expliciter, mais également un deuxième pilier, c'est le pilier économique. Inscrire dans une charte des droits fondamentaux et au cœur même de la nouvelle constitution le principe de l'enrichissement des populations qui n'est absolument pas contraire aux intérêts des multinationales ou aux intérêts divers et variés. Et enfin, bien entendu, nous avons un 3e pilier dans le Gabon d'après, c'est l'état d'urgence sociale à décréter absolument dans notre pays. Un pays où, dit-on, 2/3 de la population vivent sous le seuil de pauvreté alors qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans le pays. Monsieur Tchibinda, vous conviendrez avec moi que quelque chose doit changer au Gabon. Alors, sur les autres piliers, vous aurez l'occasion de vous expliquer avec mes confrères. Concernant la politique, vous parliez justement de cette décentralisation des pouvoirs de l'État. Sous quel régime ? Régime présidentiel, parlementaire, quel régime préconisez-vous pour le Gabon d'après? Ben Moubamba, président de la République? Ben Moubamba, président de la République, bien sûr, reprendra la formule vantée par feu le président Pierre Mamboundou, le MAC, maintenir ce qui est bon dans la République, améliorer ce qui pose problème et changer ce qui ne marche plus. Ce qu'il faut changer politiquement, c'est le despotisme de l'exécutif essentiellement. Le président de la République ne peut pas concentrer tous les pouvoirs. À vrai dire, le président de la République devrait être un très très haut fonctionnaire, même si nous garderons le régime présidentiel, bien évidemment. Le président de la République devrait... Vous êtes pour le régime présidentiel? Le régime présidentiel, bien évidemment.
Mais ce qui est essentiel, c'est que le président ne soit plus une espèce de despote, même éclairé. Le président devrait voir, par exemple, son salaire en toute transparence, être voté par l'Assemblée nationale, afin que l'argent de l'État ne soit plus l'argent du chef de l'État. Ensuite, si vous permettez d'un mot, M. Tshibinda, dans ce régime présidentiel, il faut une responsabilité des élus, principalement une responsabilité affirmée des députés. Les députés, pendant cette mandature, ont été prépondéramment des députés du parti au pouvoir, et pourtant l'opposition est née au cœur des députés du pouvoir. Nous avons vu en fin de mandat présidentiel des démissions de députés venus du pouvoir. Cela pose problème, avec une démission, et non des moindres, du président de l'Assemblée nationale. Et enfin, si vous permettez, nous avons vu aussi des images absolument frappantes lorsque des magistrats ont défilé dans la rue, et c'était une première. Cela signifie que dans ce pays, la réforme constitutionnelle que le peuple attend est une réforme qui rééquilibrerait les pouvoirs entre le président de la République, les députés et les magistrats. Mais comment justement arriver à une réelle séparation de pouvoir entre le législatif et l'exécutif? Comment comptez-vous faire? Premièrement, comme je viens de vous le dire, Ben Moubamba, élu président de la République, favorisera une révision constitutionnelle en profondeur. Revoir la Constitution. Cette révision constitutionnelle sera profonde et très volontariste, parce que nous avons besoin d'avoir une constitution, comme le dirait l'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings, nous avons besoin d'une constitution dans ce pays qui fera en sorte que même si le diable descendait sur terre, il ne pourrait pas la défaire. Parce que le texte fondamental d'une république doit faire l'objet d'un consensus extrêmement fort qui permette aux populations de se reconnaître dans la Constitution. Et pour le moment, depuis la révision de 2010, la Constitution ne permet pas à toutes les Gabonaises et tous les Gabonais de se reconnaître dans le texte fondamental de la République. Apparemment, la Constitution sera touchée à beaucoup de niveaux parce que dans cette réforme des institutions ou de l'organisation de l'État, vous proposez également la nomination de dirigeants de sociétés civiles par d'autres mécanismes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quel genre de mécanisme allez-vous mettre en place pour arriver à la nomination de responsables de grandes entités publiques et non. qui... Oui. Monsieur Tshibinda, à vrai dire, la révision constitutionnelle reverra le partage des pouvoirs, mais bien entendu, nous avons des secteurs clés, tels que les institutions constitutionnelles qui seront renforcées. Vous parlez de la société civile, mais le Conseil économique et social deviendra un Conseil économique, social et environnemental. C'est-à-dire que les lois de ce pays feront l'objet d'un avis au moins des acteurs de la société civile, y compris les grandes décisions environnementales. Nous avons des institutions telles que le Conseil d'État dont l'avis compte. Or, c'est seulement dans le Conseil économique et social, qui demain sera le Conseil économique, social et environnemental, que nous avons l'occasion d'écouter les avis des acteurs de la société civile. Dans le Gabon d'après, nous donnerons une place prépondérante aux acteurs de la société civile, et cela se fera à travers le Conseil économique, social et environnemental. D'accord. Mais Bruno Ben, quand vous parlez d'asseoir la séparation des pouvoirs de l'État, vous envisagez même, si vous êtes élu, de refonder notre loi fondamentale en 2 documents, dont un acte constitutionnel et une charte gabonaise des droits et libertés. Alors la question qui se pose, quels sont les fondements de cette décision? Le problème dans notre pays réside-t-il dans le changement de texte ou dans leur application? Le problème ne réside
ni dans les changements de texte, ni dans leur application. Le problème existe autant pour moi dans la vision politique et la volonté politique. Au fond, notre pays est en panne de leadership. Le manque de leadership est un problème mondial. Nous avons des leaders tels que Nelson Mandela qui nous ont quittés. Nous avons en Afrique un déficit de leadership et probablement qu'au Gabon, nous avons un déficit de leadership. Tout le monde veut commander, tout le monde veut diriger, mais rares sont ceux qui ont une capacité de leadership. Qu'est-ce que c'est que le leadership? Un leader a surtout besoin d'avoir une vision et d'avoir la capacité de partager sa vision au plus grand nombre. Aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes en panne de leadership. Dans les révisions que nous proposons, c'est d'abord une vision que nous proposons pour le pays. Bien entendu, cette vision ne sera pas imposée de manière despotique au pays. Il faudra un cadre réglementaire qui permette les consultations et les discussions nécessaires. Mais comme je le disais, quelque chose doit changer au Gabon. Nous ne pouvons plus rester dans un pays où il suffit de dire « laissez-nous avancer » pour régler les problèmes. Le pays a besoin d'une nouvelle vision, d'une nouvelle intelligence, d'une nouvelle approche et nous devons absolument faire bouger les lignes. Car face au mur de l'incompréhension, face au durcissement des positions, il faut absolument de nouvelles perspectives. Voilà pourquoi toutes les propositions sont bonnes. Et ces propositions seront soumises à l'ensemble des acteurs, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et même les acteurs économiques, car le Gabon d'après ne se fera pas les uns contre les autres, mais nous nous rassemblerons pour réussir le redémarrage de notre pays. Oui, alors, Monsieur Bruno Benbamba, lorsque vous parlez de la séparation des pouvoirs, on ne sait pas si c'est une séparation tranchée, un cloisonnement des pouvoirs, ou alors c'est une collaboration de pouvoirs, parce que même Montesquieu, l'inventeur de la séparation des pouvoirs, a trouvé que finalement ces pouvoirs ne sont pas aussi séparés que ça. Concrètement, comment vous allez séparer le législatif et de l'exécutif ou du judiciaire? Est-ce que le Premier ministre ou le Président, en plus nous serons dans un régime présidentiel, n'auront plus de comptes à rendre à l'Assemblée nationale, ou on ne verra plus le Président aller à l'Assemblée nationale? Comment ça va se passer concrètement? Donnez-nous un exemple. Alors, Monsieur Nzamba-Zinga, merci pour votre question qui est importante et qui nous permet de comprendre encore mieux le principe de la séparation des pouvoirs à la manière des Gabonaises et des Gabonais. Précisément, je voudrais commencer par le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, nous avons un conseil de la magistrature qui est dirigé par le président de la République. Demain, le président de la République ne pourra plus nommer Urbit et Orbi, pour reprendre une expression que connaissent tous les catholiques, dont j'en suis, ne pourra plus nommer les magistrats ou les juges comme il le souhaite. Chaque responsable des institutions constitutionnelles, bien sûr, pourra nommer un certain nombre de magistrats, mais les magistrats ont le devoir de se nommer entre eux pour garantir l'indépendance de la magistrature. Nous sommes dans un pays où, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas la certitude d'avoir droit à un procès équitable. Pourquoi? Parce que si vous visitez la prison centrale de Libreville, vous y trouverez des détenus qui ne sont pas jugés, qui sont au fond en garde à vue de manière perpétuelle. Et c'est ce que nous voulons éviter par la réforme de la magistrature. Nous avons besoin dans notre pays, précisément au nom de la séparation des pouvoirs, d'avoir des magistrats indépendants. Et nous devons donc nous donner les moyens d'assurer cette indépendance. Pour ce qui concerne les députés... S'il vous plaît, si vous me permettez, pour rester sur cet exemple,
finalement, la séparation des pouvoirs, est-ce que c'est le fait que les magistrats soient nommés par le président qui cause problème? En France, c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le président. Aux États-Unis, c'est le président qui nomme les juges. Est-ce que le problème, fondamentalement, c'est le système ou alors les hommes? Le problème, fondamentalement, est le système. Nous sommes dans un pays où le président de la République a trop de pouvoir. Vous parlez des États-Unis, mais savez-vous que le président Barack Obama, la première puissance mondiale, a à sa tête un président qui n'est qu'un très très haut fonctionnaire? Savez-vous que le Congrès américain a énormément de pouvoir face au président américain? Ce qui se passe aux États-Unis peut nous inspirer au Gabon. Pourquoi? Parce que le président de la première puissance mondiale a des comptes à rendre au Congrès, le Congrès étant composé de sénateurs et de députés. Alors, voyez-vous, vous voyez que la séparation n'est pas aussi tranchée que ça? Non, la séparation précisément est tranchée. Pourquoi? Parce que le pouvoir est au centre, entre le président de la République, la représentation nationale et les magistrats. De telle sorte que les trois pôles s'auto-équilibrent les uns par rapport aux autres. Lorsque le président fait dans l'abus de droit, il est rappelé à l'ordre par la représentation nationale. Et on sait qu'aux États-Unis, on peut destituer un président de la République. On peut destituer un président de la République. De même, la force du pouvoir judiciaire aux États-Unis n'est plus à démontrer. Et on l'a vu précisément dans le poids de la Cour suprême, lorsqu'il a fallu trancher en 2000 dans la contestation électorale qui a suivi la désignation du président Bush face à Al Gore. C'est la Cour suprême qui a tranché. Et cette décision était irrévocable. Alors, voyez-vous, lorsqu'on veut faire le rééquilibrage des pouvoirs, c'est pour éviter les abus ou du président de la République, le désordre dans la représentation nationale ou alors une certaine imperfection judiciaire. Nous avons besoin d'inventer un nouveau système et nous y arriverons dans le cadre du Gabon d'après. Alors, on comprend bien, vous voulez donc atténuer le trop-plein de pouvoir aux mains du président de la République. Et pourtant, vous proposez, si vous êtes élu, de nommer un vice-président de la République, donc à la discrétion certainement du chef de l'État, ou vous allez nous dire autrement, un vice-président de la République, femme, exclusivement chargé de la condition féminine. Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu sectaire ou même discriminatoire vis-à-vis des hommes? La question, c'est de savoir pourquoi exclusivement une femme à ce poste. Eh bien, merci encore pour cette question importante, puisque nous sommes en pays bantou et que le rôle de la femme est très important. Vous savez, je ne vais pas vous rappeler que parmi les symboles de notre pays, nous avons une maternité allaitante. Autant dire que ce n'est pas le candidat Ben Moubamba qui a inventé l'importance de la figure féminine, de la matrice de la femme dans notre République. Nous ne devons donc pas rester au stade de la proclamation des bonnes intentions. Il apparaît que dans un pays où plus de 51% de la population est composée de femmes, il apparaît qu'il est nécessaire d'opérer une forme de discrimination positive. Je dis bien discrimination positive. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de valoriser le rôle de la femme. Le poste de vice-président est un poste constitutionnel. Il ne s'agit pas de le supprimer. Il s'agit de l'améliorer, de le maintenir et de l'améliorer. Pourquoi le vice-président n'irait pas aux élections comme au même moment que le président de la République? Le ticket gagnant. Mais comme c'était le cas à l'époque, le ticket gagnant, Sur un ticket commun. Bongo. Comme vous le savez, la révision constitutionnelle à venir ne sera pas forcément une révision à l'américaine. Il ne s'agit pas
de faire un vice-président, une vice-présidente qui irait en ticket avec le président de la République pour le moment. C'est le président de la République qui nomme le vice-président. Il appartiendra aux constituants à venir de décider quelle sera la nature du poste de vice-président. Mais à supposer que l'on maintienne les dispositions constitutionnelles actuelles, le président de la République aura le devoir de nommer un vice-président ou, dans le cas que nous proposons, une vice-présidente au nom de la discrimination positive et pour valoriser le rôle de la femme dans notre pays. Constitutionnellement, c'est le président qui nomme le vice-président et à l'avenir, si cette disposition est retenue, il appartiendra dans le Gabon d'après de continuer à procéder à la nomination du vice-président, autant dire de la vice-présidente au nom de la maternité allaitante et pour matérialiser le symbole féminin de notre République. Une vice-présidente, cela veut dire en fait que cette femme doit être un modèle pour les générations futures. Alors, quels sont les critères qu'elle doit remplir? Un modèle pour les générations futures. Pour le Gabon d'après, en tout cas. Un modèle pour le Gabon d'après. Une femme suffit à elle-même. Toutes les femmes sont des modèles. En tout cas, le modèle de la femme gabonaise, c'est la maternité. La maternité. Et pour cela, nous pensons que notre jeunesse ayant besoin de modèles féminins, toutes les femmes sont capables d'être vice-présidentes de la République. La maternité est biologique, mais la maternité est également intellectuelle. Nous pouvons accoucher les esprits, et ici je parle en tant que philosophe, l'accouchement des esprits par l'éducation est une forme de maternité. L'accouchement des esprits. Pas seulement l'accouchement biologique des enfants, mais l'accouchement des esprits par l'intellect, par l'intelligence, par l'accompagnement, par la formation, autant dire par l'initiation, est une forme de maternité. Voilà pourquoi toutes les femmes ont par nature la prédisposition à devenir vice-présidente de la République gabonaise. Si tu permets, Marcel. Nous revenons un tout petit peu sur le chapitre des réformes. Vous parlez de la création de plusieurs postes, dont le poste de commissaire à l'éthique, de protecteur de citoyens. Alors que nous parlons de plus en plus de d'atrophier notre administration jugée obèse. Ne trouvez-vous pas ça le coût exorbitant de toutes ces réformes? Le Gabon d'après est un grand chantier et je pense que Madame Okinkali pourra rebondir puisqu'elle demandait la parole. Nous y reviendrons tout à l'heure sur ce série. Honneur aux femmes, comme on dit. Je vous en prie. Cependant, les réformes ne seront pas pléthoriques. Au fond, ce dont le pays a besoin, c'est d'un choc de simplification. Le pays est pris dans une complexité telle, y compris dans l'administration, que tout est compliqué. Tout est compliqué dans notre pays. Nous avons besoin de procéder à un choc de simplification. Simplification des procédures administratives, simplification de l'État, simplification de la gestion de l'État. Et cela passe notamment par des nominations telles que le commissaire à l'éthique ou des renforcements des capacités du médiateur de la République. Pourquoi? Mais pour faciliter la simplification de la gestion de l'État. Oui. Ça n'alourdit pas l'administration? Non, cela n'alourdit pas l'administration. Pourquoi? Parce que dans l'administration actuelle, il y a trop de bureaucratie. Il y a trop de bureaucratie parce que les citoyennes et les citoyens n'ont pas souvent l'occasion de s'adresser à des personnalités, à des institutions qui leur permettent notamment d'être entendus, d'être écoutés dans les méandres de l'administration qui font en sorte qu'on n'aboutisse pas toujours dans les revendications qui sont celles des citoyennes et des citoyens. Demain, certains postes seront fondamentaux pour écouter les revendications des citoyennes et des citoyens dans le sens de la simplification des procédures, dans la simplification de la gestion de l'État.
Alors Bruno Ben, toute réforme a un coût et votre campagne est basée sur le Gabon d'après, les aspects économiques de votre projet de société avec Alain Richard. Merci Théophile. Je crois que Madame Okenkali avait une préoccupation. Si vous permettez, on va d'abord laisser terminer et puis tout de suite j'enchaînerai. Oui, bah, pourquoi pas. Monsieur le Président, à vous entendre parler, on dirait donc que le Gabon d'après est une espèce de société parfaite. Sinon, comment comprendre que vous parlez donc d'intégration des territoires, alors qu'on sait que qui dit intégration du territoire dit intégration donc sous-régionale, et qui dit intégration sous-régionale, nous allons donc dans la cession des finances, la cession des compétences, la cession des pouvoirs. Vous, Président de la République, est-ce que vous allez pouvoir accepter de partager vos compétences et donc de partager les finances? Madame Okenkali, je vous remercie pour votre question parce qu'elle renvoie à une disposition fondamentale dans le Gabon d'après. Le Gabon d'après devrait radicaliser la loi sur la décentralisation. Vous savez que dans ce pays, il y a une loi sur la décentralisation dont les décrets d'application ne sont pas mis en œuvre. Tout à fait. Mais demain, dans le Gabon d'après, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, nous referons cette loi, nous reviserons cette loi. Pourquoi? Parce que nous avons, dans notre pays, besoin de créer des territoires intégrés. Qu'est-ce qu'on entend par territoires intégrés? Nous pensons que la province de la Nyanga, par exemple, et celle de Langounié forment un territoire qui est appelé à devenir un territoire intégré. Quand on est à Moabi ou à Ndendé, non loin de Mabanda est dans la province de la Nyanga, nous n'avons pas besoin d'avoir des politiques locales qui soient disparates. Au fond, tout ce qui concerne par exemple le secteur de la santé ou le secteur de l'éducation, lorsque nous avons besoin de créer un lycée public ou un centre de santé, parce qu'en Ndendé, nous allons par exemple à Bongolo, mais Bongolo accueille aussi des malades venant de la Nyanga. À Mabanda, nous avons besoin, au fond, de créer une intégration des territoires. La Nyanga et Langounié sont appelés à devenir un territoire intégré sans faire disparaître les provinces. Il en est de même pour le Goué-Lolo et le Haut-Ogoué, et sans doute pour le Goué-Ivindo et le Wellington, pour ne citer que ces provinces. Je reviens de le Goué-Ivindo à Makokou, où j'ai mis des heures et des heures pour traverser une route absolument épouvantable entre Ovan et Makokou. Une route dont les travaux se sont arrêtés. Eh bien, si nous avions des politiques au niveau des territoires, si nous avions un développement des territoires, 1% ou 2% du budget national serait alloué au développement des territoires. Ce qui se passerait, c'est que ce sont les élus locaux, les élus des municipalités et les élus des assemblées départementales qui éliraient entre eux des représentants à un conseil de gestion territoriale. C'est pas un peu prétentieux, non? Ce conseil de gestion territoriale serait chargé de la seule gouvernance économique. Au fond, c'est parce que le gouvernement central, encore une fois, concentre trop de pouvoir dans la gestion économique, parce que les ministres de l'actuel système veulent se sucrer au passage, si je puis m'exprimer ainsi, que souvent nous avons des investissements structurants qui ne vont pas jusqu'au bout. Il n'est pas normal que des routes s'arrêtent en plein chantier et que l'on retrouve une zone comme Ovan-Makokou dans la boue, alors que les pluies arrivent et que cette route a été stoppée de manière irrationnelle. Alors finalement, le problème réside dans la capacité des autorités locales à agir plutôt que dans la création de nouvelles entités administratives. Il ne s'agit pas de créer de nouvelles entités administratives. Il s'agit tout simplement de procéder à deux choses. Mieux déconcentrer les services de l'État, l'administration de l'État, ça c'est une chose. Mais la décentralisation devrait nous emmener à créer des territoires intégrés, gérés par un conseil de gestion territoriale qui aurait la capacité
dans les lignes budgétaires de la nation, de gérer au moins chacun de ces territoires 1 ou 2% du budget de la nation. Cela signifie que le gouvernement central n'aurait pour rôle que le contrôle, que la surveillance de la gestion des budgets qui sont alloués au territoire. Mais on ne peut pas, dans ce pays, continuer à faire comme si les territoires du Gabon pouvaient n'être gérés que par le gouvernement. Nous avons besoin de décentraliser, nous avons besoin d'outils de contrôle, notamment de la manne financière budgétaire, mais on ne peut pas continuer à gérer le Gabon selon une organisation pyramidale qui fait en sorte que le système est trop lourd à gérer. Nous devons faire confiance à nos élus locaux, nous devons faire confiance aux citoyens gabonais, nous devons accompagner les élus locaux, nous avons besoin d'une meilleure gouvernance et cette gouvernance peut s'exercer à l'échelle des territoires intégrés. Il semble que le ministère de la Santé ne soit pas capable de gérer, par exemple, l'hôpital de Mouila, puisque l'hôpital de Mouila, aujourd'hui, on connaît les problèmes de cet hôpital. Mais c'est parce que demain, ces territoires seront gérés sur le plan économique par des autorités territoriales élues par les élus locaux, que ces élus, si je puis me répéter, au plus près de la réalité de terrain, pourront procéder aux bonnes décisions, pourront prendre les bonnes décisions qui permettent justement un meilleur développement économique des territoires. Alors, parfaite transition pour rentrer de plein pied dans le volet lié à l'économie. Et en plus, il est difficile de vous arrêter lorsque vous avez démarré. Donc, je vais vous demander succinctement, quel est votre regard de l'économie, de l'état de santé de l'économie actuelle du pays? L'économie gabonaise est frappée, comme vous le savez, par une crise sans précédent. Sur le plan budgétaire, le gouvernement a procédé à des emprunts d'équilibre. Pour rééquilibrer le budget, nous avons emprunté. Parce que nous avons de moins en moins d'argent, nous n'avons pas anticipé la baisse des revenus pétroliers. Ce pays est en crise économique. Et là aussi, nous devons revoir nos méthodes parce que ce sont les populations gabonaises qui souffrent le plus des mauvaises décisions prises par les autorités. Le refus d'anticiper, le refus de voir que la chute des prix du pétrole pouvait entraîner une crise sociale sans précédent dans notre pays. Vous savez que selon les chiffres officiels, 21% de la population active sont au chômage au Gabon et c'est très grave. Alors, notre pays est en danger économiquement. Et ce faisant, nous le ressentons sur le plan politique, puisque la crispation politique est due aussi à la crispation sociale, donc à la crispation économique. Voilà pourquoi le Gabon d'après pense, à travers notre modeste personne, qu'il faut absolument inscrire dans une charte des droits fondamentaux et dans la révision constitutionnelle à venir le principe de l'enrichissement des populations. Le problème de nos populations, c'est le manque d'argent. Les Gabonaises et les Gabonais doivent avoir de l'argent dans leur poche. C'est-à-dire comment? Vous savez que depuis l'époque coloniale, les indigènes, comme on les appelait avant, n'ont jamais eu d'argent dans leur poche. C'est-à-dire, expliquez-nous, on ne comprend pas avoir de Nous l'argent. n'avons jamais eu d'argent dans nos poches. Il est temps d'inaugurer un nouveau cycle économique et social au sein de la société gabonaise en particulier et des sociétés africaines en général. Il est temps d'enrichir les Gabonaises et les Gabonais. Il faut leur donner l'argent. Nous avons besoin d'argent. Les crises sociales qu'il y a dans le secteur de l'enseignement, dans tous les secteurs, la crise de la Poste-Banque, la crise de BR Sarl, le problème de la microfinance et tout un certain nombre de blocages dans notre pays démontrent à souhait que le problème de ce pays, c'est le manque d'accès aux capitaux. Donc, pour revenir sur votre question, comment? Eh bien, nous pensons que
nous devons décider de renforcer le secteur privé et le secteur public. Dans le secteur privé, il est fondamental d'établir des niches d'enrichissement au Gabon, au plus bas. Prenons l'exemple des agriculteurs, des cultivateurs. Il faut absolument donner des terres à nos cultivateurs, à nos paysans. Il leur faut des subventions, il leur faut du microcrédit, il leur faut des aides afin de développer les cultures vivrières. Pourquoi? Mais pour qu'il y ait des entrées financières et que les familles puissent s'enrichir. Je vous prends un exemple. Lorsque les commerçantes ou les commerçants gabonais vont au marché mondial au nord du Gabon pour s'acheter de la banane, symboliquement on va dire à 1000 francs, savez-vous que les commerçants revendent ces bananes à perte? On achète à 1000 francs, on revend à 750 francs CFA. Que se passe-t-il? Les commerçantes arrêtent leurs activités et on se retrouve encore dans une pauvreté endémique. Nous avons besoin également de développer des coopératives agricoles, pour ne prendre que le secteur agricole. Nous avons besoin de développer le secteur des services, tout ce qui touche à la restauration, tout ce qui touche aux petits métiers. Nous avons besoin d'accompagner la formation, nous avons besoin de donner des richesses de plus en plus importantes à nos populations en permettant au secteur des affaires de se développer dans ce pays. Mais au plus haut. Les niches d'enrichissement, c'est aussi la création d'une classe d'hommes d'affaires gabonais que nous allons enrichir. Nous allons permettre à des Gabonais de s'investir dans le secteur des affaires. Ce pays a au moins besoin d'une classe d'affaires, pour commencer, d'au moins 300 Gabonais extrêmement riches, milliardaires, qui permettent de créer des entreprises performantes, afin de donner des emplois aux jeunes Gabonais, trop nombreux au chômage. Le secteur privé doit être renforcé, mais aussi le secteur public. Si vous me permettez d'un mot, il faut un retour de l'État. Notamment dans le secteur des entreprises publiques qui permettent l'embauche des Gabonaises et des Gabonais, qui permettent de récapitaliser certaines sociétés telles que la Société d'eau et d'énergie du Gabon, afin justement que par des décisions courageuses, on soit capable d'en finir avec le chômage endémique. Monsieur Mbamba, concrètement, vous avez besoin d'au moins, pour le départ, 300 hommes d'affaires. Vous allez les former comment, les constituer comment? Vous allez les appeler puis leur remettre de l'argent, ou il y a une autre procédure? Il y a. Et justement, encore ce qui précède, où allez-vous trouver cette niche d'argent qui vous permettront de subventionner? Théo. Pour l'instant, qu'il nous dise un peu comment est-ce qu'il va faire son choix parmi les 1 800 000 Gabonais, de 300 Gabonais, et puis constituer pour l'échantillon de la classe d'hommes d'affaires. Comment vous allez procéder? Dans un Gabon normalisé, dans un Gabon apaisé, dans un Gabon qui en aura fini avec l'opposition des uns contre les autres, il sera possible, d'une part, de faire appel aux compétences. Et vous savez que les compétences sont nombreuses dans ce pays. Mais nous ne valorisons pas nos compétences. Il suffit de faire le tour du monde et de rencontrer la diaspora gabonaise pour y rencontrer des compétences exceptionnelles. Et ces compétences attendent dans le monde entier la normalisation du Gabon afin de se mettre au service du pays. Mais sans aller jusqu'à la diaspora gabonaise, il y a dans ce pays des compétences qui sont au chômage. Savez-vous qu'il y a nombre de Gabonaises et des Gabonais diplômés, formés, compétents et qui ne trouvent pas leur place dans ce pays? Et il y a même dans l'administration, il y a au cœur même de la matrice gabonaise des citoyennes et des citoyens capables de devenir des hommes d'affaires compétents.
aussi compétents que nos frères et nos sœurs expatriés que nous accueillons et qui continueront à être accueillis et qui gagnent de l'argent dans notre pays. Et pourquoi pas les Gabonaises et les Gabonais? Les étrangers continueront à faire des affaires dans notre pays, à s'enrichir. Tout le monde sera toujours la bienvenue au Gabon. La vocation d'ouverture du Gabon ne sera jamais remise en cause, mais nous devons avoir un changement systémique dans le domaine des affaires. Les Gabonaises et les Gabonais doivent pouvoir entrer en masse dans le secteur des affaires, s'enrichir, comme les expatriés que nous accueillons, parce que nous ne sommes pas plus incompétents que ceux que nous accueillons. Les Gabonaises et les Gabonais doivent s'enrichir. Il y a suffisamment de compétences, et vous le savez autant que moi, parce que une des choses que feu le président Omar Bongo Ondimba a fait et bien fait, c'est d'envoyer les jeunes Gabonais en formation. Nous avons énormément de Gabonaises et des Gabonais qui ont été formés, mais qui n'ont pas trouvé d'emploi à leur retour au pays. Alors, certains sont obligés de rester à l'étranger. Nous allons valoriser les compétences parce que nous allons faire appel aux meilleurs des Gabonaises et des Gabonais pour créer cette nouvelle classe d'hommes d'affaires dont le pays a tant besoin. Alors, monsieur, je suis un peu gêné parce que jusque-là, je ne vois pas le mécanisme qui fait que demain après-demain, mon collègue Martial Tumila devienne un homme d'affaires à côté de monsieur Moubamba. Est-ce qu'il y a une procédure bien précise? Est-ce que vous allez dire que vous disposez des capitaux à distribuer? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est un concours? On ne sait pas. Comment vous allez procéder concrètement pour la constitution de cette première cuvée d'hommes d'affaires? C'est très simple. C'est très simple. Nous avons dans ce pays une agence qui s'occupe de la normalisation. Il ne s'agit pas de la supprimer sous la forme d'un guichet spécial. Les Gabonaises et les Gabonais qui sont appelés à devenir des hommes et des femmes d'affaires performants auront la possibilité, parce que le gouvernement les accompagnera, de s'adresser à un guichet spécial. Et ce guichet spécial permettra aux hommes d'affaires, permettra en tout cas aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires, Gabonaises et Gabonais, qui veulent aider ce pays, de trouver les capitaux nécessaires pour relancer l'économie de ce pays et de s'enrichir. Je vous prends un exemple. Ce pays a besoin de créer une banque générale d'investissement. Cette banque générale d'investissement sera chargée de financer les activités économiques que les citoyennes et les citoyens auront à cœur de porter pour le bien de cette nation, secteur par secteur. Le secteur agricole, le secteur de la petite industrie, le secteur des services. Il suffira, via l'agence de normalisation, de porter un intérêt particulier à un secteur qui soit lié au secteur primaire, au secteur secondaire ou au secteur tertiaire, celui des services par exemple, eh bien, d'être orienté vers une banque générale d'investissement qui pourra réellement permettre à ces hommes d'affaires d'avoir accès à des capitaux. Alors, monsieur Ben Bamba, l'élection présidentielle, c'est dans peu de temps. Vous êtes élu. Vous allez laisser tomber la Banque gabonaise de développement pour créer une nouvelle banque pour financer des activités sectorielles de développement. Finalement, j'ai envie de dire, il y a une banque qui est là, qui a des soucis, et puis vous créez une nouvelle banque. Est-ce que ce n'est pas du gâchis de capitaux? Comme nous l'avons dit, il faut maintenir ce qui est bien, il faut améliorer ce qui ne marche pas très bien, et il faut changer ce qui est du domaine finalement de l'incurie. Vous parlez d'une banque sur laquelle je ne veux pas faire de commentaires, mais ce qui est nécessaire, c'est qu'il faut réformer le secteur bancaire. Il faut réformer le secteur de la finance, puisqu'aujourd'hui nous vivons dans une forme de désordre, y compris dans le secteur de la microfinance ou dans le secteur de certains établissements bancaires. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Mais nous avons besoin d'une banque générale d'investissement. Une banque générale d'investissement s'établira
tout simplement pour améliorer l'existant. Il ne s'agit pas de revenir sur ce qui existe, mais de l'améliorer. La Banque générale d'investissement interviendra secteur par secteur dans un Gabon normalisé pour aider les acteurs à accéder aux capitaux avec une meilleure gouvernance. Avec une meilleure gouvernance. J'insiste beaucoup sur la bonne gouvernance, précisément dans le secteur bancaire. Alors, oui, allez-y, Marcel. Oui, alors, puisqu'on parle justement des banques et des capitaux, alors vous parliez justement de ces 300 hommes d'affaires que vous voulez faire et qu'ils soient richissimes, en tout cas, mais il y a aussi les petits commerçants, il y a aussi les petits hommes d'affaires. Quelle est leur place finalement dans votre programme, dans votre projet? Bien sûr, les hommes d'affaires ou les acteurs économiques, petits entrepreneurs, les acteurs économiques modestes, on va Voilà. dire, doivent être accompagnés par le microcrédit. Il n'est pas bon que toute l'activité économique soit financée par le public. Les activités économiques doivent être financées également par le secteur privé. La microfinance doit être normalisée. Il faut trouver dans ce pays des niches de financement des acteurs économiques modestes. et ceux-là sont souvent les plus lésés. Hein. Ceux-là sont souvent le plus lésés, mais plus jamais. On devrait avoir dans notre pays des scandales financiers comme ceux qui touchent BR Sarl. Il faut normaliser, il faut absolument normaliser le secteur de la microfinance parce que c'est la microfinance qui devrait financer les acteurs économiques modestes. Bien entendu, une banque générale d'investissement pourrait avoir une niche de microfinance. Cela n'est pas exclu. Mais il appartient également aux fondations privées, à des structures de microcrédit qui seraient normalisées, c'est-à-dire qui sortiraient de l'informel, sortir de l'informel. Parce que c'est l'informel qui fait en sorte que les acteurs économiques modestes sont pris dans des méandres qui entraînent des scandales comme ceux que nous avons vécus ces derniers mois. Oui, l'État a vocation à subventionner les acteurs économiques modestes. L'État a le devoir de subventionner les acteurs économiques modestes. Mais le secteur privé, notamment celui de la microfinance, aura toujours cette possibilité, pour ne pas dire ce devoir de prêter, peut-être même à taux zéro ou à des taux très faibles, aux acteurs économiques qui sont modestes. Monsieur Moubamba, excusez-moi de revenir là-dessus. J'aime bien l'expression concrètement parce que l'économie, c'est aussi un peu du concret. Où est-ce que vous allez dénicher où est-ce que vous allez dénicher les sources de financement de toutes ces petites activités ou même des hommes d'affaires d'un certain haut niveau? Oui, je vais ajouter pour dire allez-y. effectivement que les niches de financement, depuis que vous parlez, en fait, on ne les voit pas. Parce que vous avez plein de projets, vous avez annoncé, vous avez suggéré. Alors, ces niches, j'espère que vous ne comptez pas sur la ressource pétrolière. Parce qu'au rythme où évolue le baril de pétrole, qui n'est pas prêt de se stabiliser, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est incertain? Madame Okinkali, l'État n'a pas vocation à se désengager. Nous, dans notre formation politique, dans notre cheminement, nous croyons à l'économie mixte, c'est-à-dire au rôle de l'État, mais aussi nous croyons dans le secteur privé. L'État a vocation à participer au financement des acteurs économiques. Mais, puisque vous parlez des niches de financement, vous savez que dans notre pays, on n'a pas suffisamment développé les secteurs. On s'est beaucoup appesanti sur le secteur primaire. Le secteur primaire, celui de la vente des matières premières, par exemple. Mais même dans ce secteur primaire, il y a encore des secteurs entiers
où il y a du capital mort. Voyez le secteur de l'écotourisme. C'est du capital mort. Nous sommes dans un pays extraordinaire, avec une nature extraordinaire. Si nous développons l'écotourisme, voilà des niches de financement pour l'État que nous n'avons pas encore exploitées. Vous savez que le Kenya, un pays comme le Kenya, ne vit principalement que du tourisme. Or, nous, au Gabon, nous avons une niche de financement dans l'écotourisme à travers les parcs nationaux et la nature extraordinaire que la Providence nous a donnée, que nous n'exploitons pas à suffisance. Alors justement, dans ce contexte, qu'entendez-vous faire pour développer ce secteur de l'écotourisme? Avant de vous répondre, je voudrais aussi dire qu'il existe des niches de financement dans le secteur de la fiscalité. En élargissant l'assiette fiscale, On y arrive. en trouvant de nouveaux secteurs de fiscalisation, en rationalisant autant pour moi l'économie informelle. Vous savez qu'il y a une économie informelle qui fait perdre énormément d'argent au Gabon et qui n'encourage pas la mise à l'index de la pauvreté dans notre pays. Nous allons élargir l'assiette fiscale du Gabon pour pouvoir trouver de nouvelles niches de financement. Alors, Mais comment Monsieur circonscrire Monsieur Mbamba, cette mon économie grand-père qui vous informelle? suit à Mabanda ne sait pas ce qu'on appelle élargir l'assiette fiscale. Il entend, ça fait bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un recouvrement qui ne prend pas en compte certains opérateurs et donc c'est de l'argent perdu? Est-ce que ça veut dire que l'État lui-même a décidé de ne pas imposer certaines sociétés? Qu'est-ce que ça veut dire pour le Gabonais du village? Je répondrai à votre question, Je vous en prie. Monsieur Nzimekan, ne vous Et comment inquiétez pas. circonscrire cette économie informelle, justement qui est... Justement, vous me donnez là l'occasion de parler à votre grand-père de Mabanda. Lorsque votre grand-père de Mabanda a besoin d'argent, comme il n'y a pas de Western Union à Mabanda, vous allez au marché de Libreville avec votre argent, vous le confiez à une entreprise informelle, que je ne citerai pas, vous lui confiez votre argent et c'est cette entreprise informelle qui envoie votre argent à Mabanda et votre grand-père récupère cet argent à Mabanda par un simple coup de téléphone. C'est énormément d'argent qui circule dans le pays de cette manière. Et cet argent ne fait pas l'objet d'une taxation ou d'une fiscalité rationalisée. Parmi les niches de financement, il faudrait arrêter cette économie informelle et c'est là une des niches de financement importantes. Élargir l'assiette fiscale, c'est imposer des secteurs informels entiers qui permettraient en effet de financer les acteurs économiques au Gabon, notamment les acteurs modestes. Mais cela ne signifie pas que l'État va se désengager du financement. L'État continuera à jouer son rôle. Mais pas seulement l'État. Les entreprises notamment qui font dans l'informel, devront faire l'objet d'une imposition. Et cette imposition financera, je dis bien, les acteurs économiques. Vous me disiez, Monsieur Nzimekan, Oui, par rapport à... Vous avez évoqué tout à l'heure le secteur de l'écotourisme. Qu'entendez-vous faire, une fois élu à la présidence de la République, pour justement développer ce secteur? le secteur de l'écotourisme touche non seulement au secteur, à l'économie relative au secteur primaire, mais aussi au secteur tertiaire. Vous savez que l'économie est organisée d'une manière générale sur le secteur primaire qui touche l'eau, la nature, un certain nombre de choses, la terre. Le secteur secondaire renvoie à la transformation, l'économie de transformation, et le secteur tertiaire renvoie à une économie de service. Nous avons la chance avec l'écotourisme de conjuguer le secteur primaire au secteur tertiaire.
Nous avons une nature formidable dans notre pays. Nous avons des parcs nationaux. Nous avons un pays recouvert de près de 85% de forêts. Nous avons une biodiversité exceptionnelle. Et nous avons donc la possibilité d'inaugurer au Gabon un tourisme d'un genre particulier, un écotourisme, qui permettrait non seulement à des populations dans le monde fortunées de venir dépenser leur argent au Gabon. Quel pays normal pourrait refuser l'arrivée de nouvelles devises dans son pays? Et c'est là des sources d'enrichissement exceptionnelles. Vous avez aux États-Unis des Afro-Américains à la recherche de leurs racines africaines qui sont prêtes à dépenser des fortunes en dollars pour visiter l'Afrique. Pourquoi le Gabon ne prend-il pas des dispositions pour permettre, par exemple, aux Afro-Américains de visiter la terre de leurs ancêtres? Concrètement, il faut parler au grand-père de M. Zamba Nzinga de Mabanda. Savez-vous qu'un village gabonais qui aurait ne fût-ce qu'un motel ou une petite structure touristique pour accueillir des écotouristes gagnerait de l'argent. Non seulement ces motels pourraient participer à l'économie du pays, mais les populations villageoises qui accueilleraient des écotouristes gagneraient eux-mêmes de l'argent dans le secteur de la restauration, dans le secteur des accompagnateurs qui permettraient d'accompagner, si je puis m'exprimer, ainsi les écotouristes dans nos forêts, visiter nos lacs, visiter nos grottes, visiter toute cette biodiversité qui est la caractéristique de notre pays. Mais à quel coût, Bruno? Vous savez vous-même que la destination Gabon est jugée chère. La destination Gabon est chère. Pourquoi? Mais parce que les décisions politiques n'ont pas été prises. Parce que, comme je vous le disais au démarrage, il y a un problème dans notre pays avec la vision politique. En tout cas, le leadership. Le leadership, nous sommes en panne de leadership. La destination Gabon est chère. Pourquoi? Mais parce que nous n'avons pas pris les décisions nécessaires. Parce que le système est épuisé. Voilà pourquoi nous appelons à un changement de système. Ce système, je vais vous dire une chose fondamentale que j'ai apprise de M. André Baobam, qui a été mon créateur politique. M. André Baobam, qui m'a permis de créer avec lui l'Union nationale et de devenir le numéro 2 de son gouvernement alternatif, disait quelque chose qui m'a vraiment frappé. Il disait « Nous devons avoir la force d'imaginer ce qui n'existe pas encore. » Nous devons imaginer ce qui n'existe pas encore. Dans notre pays, dans la gouvernance actuelle, nous nous contentons de ce qui existe déjà. Or, la responsabilité des acteurs est d'imaginer, d'anticiper, d'imaginer le Gabon dans 50 ans, dans 100 ans même. Nous avons un problème avec la prospective. Alors justement, puisque nous parlons de vie chère, quelles sont les premières mesures? M. Moubamba élu à la présidence de la République le 27 août prochain pour lutter contre la vie chère au Gabon. Vous me parlez de la vie chère. Il y a dans ce pays, bien sûr, des décisions qui ont été prises pour éviter l'escalade des prix. Nous avons un manque de rationalisation des prix des produits de première nécessité. Il faudra nécessairement améliorer cette politique des denrées trop chères. Mais nous avons un certain nombre de dispositions à prendre, notamment sur le plan social. Le plan social, c'est de fonder, par exemple, un revenu minimum universel qui permette d'accompagner les ménages les plus en difficulté. Mais j'anticipe déjà sur la question sociale et je ne voudrais pas griller la politesse de votre consoeur, Madame Mokinkali. Mais les premières mesures sont très simples. C'est celles qui permettront, si je puis dire cela d'une phrase, celles qui permettront aux Gabonaises et aux Gabonais d'avoir de l'argent dans leur poche, déjà par l'initiative de l'État,
mais également par l'accompagnement des acteurs économiques qui ont à cœur d'avoir des activités qui leur permettent de gagner de l'argent. Alors, cette conclusion nous permet justement d'aborder le volet social de votre projet de société, dont certains aspects ont déjà été évoqués en raison de la transversalité des compétences, avec, conforte Olga Okenkali, les autres aspects de ce pan de votre projet de société. Alors, nous allons aborder ce volet social, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, encore qu'on l'a déjà fait, puisque finalement, entre le volet social, le volet politique et le volet économique, tous se tiennent. Alors, je voudrais donc vous demander, voilà bientôt une semaine que vous êtes sur le terrain, vous communiez certainement avec vos populations par rapport à l'élection qui arrive. Et vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez à Makoko, dans le Goïvindo. C'est vrai que le voyage a peut-être été éprouvant, mais je suis sûre que vous avez fait un peu de tourisme, puisque vous alliez et veniez par voie terrestre. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelle est l'appréciation que vous faites de cette campagne à mi-parcours? Et peut-être les retours, sont-ils prometteurs? Si vous parlez de la campagne du modeste candidat Bruno Ben Moubamba, il y a de quoi être agréablement surpris par l'accueil des populations à notre égard. Nous sommes un candidat mineur, disent certains. Cependant, quelle n'a été notre surprise, par exemple, en allant à la rencontre des populations de Port-Gentil récemment, de voir que les Port-Gentillaises et les Port-Gentillais étaient venus nombreux écouter ce candidat à la place du château, la place Joseph Renjambé, sans être transportés, sans bénéficier de quelques avantages financiers. Il en a été de même à Oyem, où nous nous sommes rendus, à Makoko, et certainement ce sera le cas demain à Lambaréné, à Tchibanga, où nous sommes rendus aussi dans le cadre de la pré-campagne. Les Gabonaises et les Gabonais ont soif de changement. Ils veulent des changements. Nous sentons dans cette campagne que les Gabonaises et les Gabonais recherchent un président neutre, qui n'a jamais détourné l'argent de l'État, qui a les mains propres, qui n'a jamais été lié aux crimes économiques et financiers qui ont été commis dans ce pays. Et voilà pourquoi. Nous sommes heureux hier sur la place de Makoko, la place du marché. Les habitants de Makoko sont venus nous écouter alors même que le président candidat tenait lui-même un meeting important au stade de Makoko. Ce fut un duel à distance, mais un duel intéressant entre David et Goliath, si je puis m'exprimer ainsi. Je dois dire qu'il y a de quoi être fier des Gabonaises et des Gabonais. Il y a une image que je retiens de ce déplacement à Makoko. Si vous permettez que je vous livre cette image, c'est l'image d'une femme handicapée, aux pieds tordus, modeste, qui est venue nous voir et nous a dit « Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de t-shirt, je veux le changement. » Nous en avons été émus aux larmes, parce que cette femme modeste résumait le Gabon d'aujourd'hui, qui veut juste le changement, qui n'est pas dans la haine, qui n'est pas dans le règlement de compte, qui n'en veut à personne, qui n'en veut ni aux pédégistes, ni à la famille Bongo. Nous ne sommes pas dans les règlements de compte, ni dans la haine. Nous sommes pour le changement de système. Ce pays a besoin d'une évolution positive et cela doit être entendu au plan national et au plan international. Cette élection, et j'insiste sur cela, notamment pour ceux qui, dans l'opposition, ne comprennent pas notre position. En ce qui concerne Bruno Ben Moubamba, cette élection n'oppose pas l'opposition au PDG. Les PDGistes sont nos frères, les PDGistes sont nos sœurs. Et les PDGistes peuvent aussi participer au salut de la nation. Cette élection oppose la nation gabonaise à ceux qui ne veulent pas
du bien de cette nation. Et ceux qui ne veulent pas du bien de cette nation sont partout. Ils sont au cœur du pouvoir, ils sont dans l'opposition, ils sont parfois dans la société civile, ils sont dans un certain nombre de secteurs de la société gabonaise. Nous disons que ce pays doit changer avec les meilleurs du PDG, les meilleurs de l'opposition, les meilleurs de la société civile, les meilleurs de la diaspora gabonaise. Rassemblés pour réussir. Si je suis élu président de la République, je rassemblerai la nation. Je serai le président de ceux qui aiment le président élu, mais également le président de ceux qui n'aiment pas le président élu. Je pense que c'est une vision rassembleuse. Le président de tous les Gabonais. Gabon. Le président de tous les Gabonais n'est pas seulement le président de ceux qui l'aiment, il est le président de ceux qui ne l'aiment pas. Et cela est un changement éthique, un changement moral, un changement de valeur. Et Bruno Ben Moubamba est un candidat pour les valeurs, pour les principes et pour les normes. Il ne s'agit pas d'opposer les Gabonaises aux Gabonais, mais de permettre une évolution positive de notre pays. Et justement, cette femme dont vous parliez tout à l'heure, elle a besoin d'un logement décent. Dans votre mémoire, pour parler comme les magistrats, vous avez fait allusion donc, au volet logement. Alors, vous savez qu'au Gabon se pose un problème d'espace où bâtir. Vous voulez faire des logements, vous voulez proposer des logements aux Gabonais. Est-ce que vous seulement pensez aux espaces libres? Ou bien vous allez créer un Toum 3, un Toum 4, vous allez à Kango, ou ce serait au niveau de Libreville, la capitale? Madame Mokenkali, vous touchez là au problème social fondamental des Gabonaises et des Gabonais, celui du logement. Ne revenons pas sur les promesses du président candidat des 5000 logements, tous les opposants l'ont dit. Mais à l'échelle de 20 ans, la plupart des spécialistes savent que nous pouvons créer au Gabon près de 200 000 logements. Ce ne sont pas des promesses de campagne non plus? Ce ne sont pas des promesses de campagne. Vous savez que mon programme est certainement le programme le plus chiffré, vous me l'avez dit. C'est un programme qui a été évalué par les experts de ce pays. Chaque année, les coûts varient aussi. Chaque année, les cours varient, mais vous reconnaîtrez, bien sûr, Exact. Oui, que tout à ce fait. programme est Oui, extrêmement chiffré. On reconnaît cet effort, oui. Cet effort est reconnu par les Par tout le monde, journalistes qui nous interrogent. Il y a une possibilité de créer sur 20 ans près de 200 000 logements. Et nous avons assez d'espace pour cela, pour peu que l'on rationalise l'espace urbain. Au fond, nous vivons dans un pays sans normes, notamment sans normes urbaines. Sans normes urbaines, une politique d'urbanisation réelle pourrait permettre à chaque ménage de ce pays de disposer d'un logement décent avec de l'eau et de l'électricité. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un logement, il faut encore que ce logement soit équipé en eau et en électricité. Dans notre pays, trop de ménages s'approvisionnent encore à la borne fontaine ou au puits dans certains villages. Et pourtant, nous sommes dans un pays qui dispose d'énormément de ressources en eau, d'énormément de ressources énergétiques, en tout cas potentiellement. Nous devrions pouvoir créer près de 200 000 logements sans problème pour peu qu'on y mette la volonté. Cela implique une politique d'aménagement urbain, de création de pôles urbains rationalisés et qui éviterait le désordre dans lequel nous vivons, parce qu'il faut le dire, sur le plan de l'aménagement urbain, nous vivons dans le désordre. Et là aussi, il faut une politique de rationalisation, de normalisation. Juste pour que ce soit clair, vous avez dit 200 000 logements dans quel espace-temps? En 20 ans. Alors, je voulais rebondir sur cela. Vous parlez de 20 ans, effectivement. Alors, vous comprenez bien que les Gabonais qui nous suivent ont besoin de logements dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Est-ce qu'il pourrait y avoir une estimation peut-être à court, moyen, long terme, puisque c'est cela que ça se calcule ou qu'on fait des projections à court, moyen et long terme? Un peu, vous avez parlé de la proposition à l'époque du président candidat qui parlait de 5 000 logements par an. Bruno Ben, c'est combien Vous de êtes sur logements 20 ans alors? par an? Eh bien, vous faites le ratio.
il y a une possibilité dans ce pays de créer plus de logements que les logements qui ont été promis par le président candidat. Nous pouvons créer par an plus de logements. Plus de logements, à condition qu'il y ait une meilleure gouvernance, à condition que nous respections les prévisions budgétaires, à condition que nous ne fassions pas appel, comme depuis quelques années, à des emprunts d'équilibre, où nous sommes obligés techniquement d'avoir un budget équilibré, et ce budget n'étant pas équilibré, nous faisons dans les emprunts d'équilibre. Alors, il n'y a pas que le logement, il y a la santé, il y a l'éducation. Vous savez que les syndicats sont en grève, il y a un malaise dans le secteur de l'éducation, il y a un malaise dans le secteur de la santé, dans le secteur d'un certain nombre de secteurs sociaux qui appellent quoi? Qui appellent tout simplement la mise en place, et je pèse mes mots, d'un état d'urgence sociale. Je dis bien un état d'urgence sociale. Pourquoi? Mais parce que 2/3 de la population vivent sous le seuil de pauvreté et que 21% de la population active vivent sous le seuil de pauvreté. Nous ne pouvons plus l'accepter. Alors, on a fait pendant cette mandature des assises sociales qui n'ont été que des proclamations de bonnes intentions. Il est temps de mettre en place un état d'urgence sociale. Pourquoi? Mais parce que notre pays en a besoin. Nous sommes dans un pays où une forte mortalité de la mère et de l'enfant existe. Et ce qui nous amène à une stagnation de la population gabonaise. Si nous ne prenons pas les mesures nécessaires, nous irons vers le ravin, même si, à longueur de discours, on dit « laissez-nous avancer ». Mais excuse-moi, Vas-y. quelles seraient les 3 principales mesures de cet état d'urgence sociale? Principalement, le logement. Nous avons besoin de prendre des décisions en matière de logement et cela demande une politique courageuse, une vision à court, à moyen et à long terme. C'est-à-dire que les problèmes de logement devraient être réglés à court terme, de manière provisoire. Nous ne devons pas laisser les gens vivre dans des maisons qui sont inondées chaque année sans prendre les décisions provisoires qui pourraient protéger les populations qui sont meurtries chaque année par les inondations. Nous devrions aussi prendre la mesure de la nécessité de procéder à un état d'urgence sociale dans le secteur de la santé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire former absolument des aides-soignants, des infirmiers, des médecins. Et cela demande un volontarisme politique. Et créer des dispensaires, notamment en zone rurale, au nom du développement des territoires. Nous devrions également voir cet état d'urgence sociale comme une nécessité sur le plan de l'éducation. Nous avons des classes surchargées. Il faut construire plus de salles de classe. Il faut construire chaque année plus de salles de classe en même temps que nous formons des enseignants. Et cette formation des enseignants et cette formation du personnel soignant ne devrait plus être du seul fait du gouvernement central ou des ministères, mais également des responsables territoriaux. J'ai parlé tout à l'heure du Conseil de gestion territoriale. Certaines décisions dans le domaine de l'état d'urgence sociale devraient être confiées aux collectivités locales. Des collectivités locales dans le cadre du Conseil de gestion territoriale qui reçoivent des budgets alloués pour cela. On évoque 1% ou 2% du budget national. Et c'est faisable à condition qu'on en ait la volonté politique. Donc, je me résume. Le logement, la santé, l'éducation, ce sont là des priorités fondamentales. À propos de la formation donc, du personnel soignant, vous préconisez le faire d'ici à 2020. Alors, en attendant, on fait quoi? On s'appuie sur les politiques de vos prédécesseurs? Le Gabon d'après que nous représentons, nous n'avons pas l'intention de défaire ce qui a été fait. Au nom de la continuité de l'État, bien entendu, il faut assumer la continuité de l'État. Ce qui a été bien fait doit être maintenu. Mais il y a un déficit de formation aujourd'hui.
la formation fait référence au secteur tertiaire. C'est un service. Et ce service doit être décentralisé. Décentralisé. C'est bien parce que l'État veut tout concentrer au nom d'on ne sait quels appétits des ministres ou des responsables d'administration. Il faut faire confiance aux élus locaux. Il faut décentraliser à outrance, entre guillemets. Il faut établir une politique territoriale au nom de l'aménagement du territoire parce que demain, lorsque les conseils de gestion territoriaux auront des budgets alloués pour la formation, ces conseils sauront au plus près que tel lycée a besoin de tant de formateurs. Alors il faut les envoyer dans tel centre de formation et le gouvernement central n'aura qu'à contrôler après avoir alloué les budgets nécessaires. Il en est de même pour les secteurs de la santé et sans doute le logement et bien d'autres secteurs. Voyez par exemple le secteur du transport. Il y a des domaines dans lesquels le gouvernement ne devrait plus être au four et au moulin. Il faudrait faire confiance à la décentralisation. La décentralisation n'est pas encore effective parce qu'il y a un manque de confiance dans les acteurs, dans les citoyens. Le système rêvé par feu le président Pierre Mamboundou s'appuyait sur la responsabilité du citoyen. Et cette responsabilité du citoyen est concrète au sein des territoires intégrés. Aujourd'hui, nous sommes encore sous un système où on fait plus confiance aux despotes locaux, aux mini-dictateurs qui régentent tout, dans la Dola, dans le Thème, à l'Est. Nous n'avons plus besoin dans notre pays d'être gérés par des roitelets, par des despotes locaux. Nous avons besoin de citoyens responsables de leur famille, responsables de leur village, responsables de leur ville, responsables de leur département, responsables de leur province. C'est en faisant confiance aux citoyennes et aux citoyens de ce pays que nous permettrons au plus près de régler certains problèmes tels que celui de la formation des soignants ou des enseignants et de bien d'autres activités de notre pays. Le sport et la culture ne sont pas en reste dans votre vision du Gabon d'après. La culture, au moment où on parle de plus en plus de la perte de nos valeurs culturelles, qu'en est-il? Qu'en pensez-vous? Dans le Gabon d'après, appelé de nos voeux, il y aura un ministère, un superbe ministère de la culture qui sera doté d'un des budgets les plus importants. Au fond, nous avons l'ambition d'avoir l'équivalent d'un André Malraux en France pour le Gabon, au ministère de la Culture. Nous avons besoin de l'équivalent d'un Jack Lang, toujours en France, au ministère de la Culture. Pourquoi? Parce qu'un pays qui n'a ni mémoire ni identité est perdu. Nous sommes dans un pays où les langues se perdent, où la richesse culturelle est en déperdition parce que nous n'avons pas développé les territoires. Je reviens souvent sur les territoires parce que l'essentiel de l'activité gabonaise est concentré dans la province de l'Estuaire et dans la capitale Libreville, mais également dans la capitale économique qui est Port-Gentil. Demain, nous aurons un ministre de la Culture qui prendra à cœur l'identité et la mémoire, le patrimoine culturel. Il faut fixer les identités au sein des territoires, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, d'une part. Mais également, nous devrons tout faire pour que l'identité bantoue de ce pays soit préservée parce que pour accueillir le monde entier dans nos murs, nous devons savoir qui nous sommes. Et toutes les décisions seront prises au niveau de la culture pour que l'identité bantoue de ce pays soit respectée. Une des choses qu'il faudrait institutionnaliser dans notre pays, c'est la fête des cultures. Ce n'est pas parce que c'est le père Paul Mba Abessol qui a lancé la fête des cultures. Il a été dans l'opposition, il est après entré dans le gouvernement, mais il a pris une décision fondamentale dans ce pays
c'est de créer la fête des cultures. Cette fête doit être institutionnalisée et devenir le référent en matière de préservation des identités au Gabon. Bruno Ben, le temps qui nous était parti va presque toucher à sa fin. Rapidement sur la culture, qu'entendez-vous faire pour justement encourager la création artistique? Vous savez que depuis quelques années, les artistes se plaignent de la non-perception des droits d'auteur. La production culturelle dans notre pays n'a plus été encouragée. Nous n'avons pas de centre culturel, alors que les experts, comme vous l'avez lu dans mon programme, ont évoqué la possibilité de créer près de 80 centres culturels dans notre pays. 80 bibliothèques dans notre pays, bibliothèques pour fixer l'identité, les identités culturelles de notre pays. Il faut nécessairement tout faire pour préserver notre culture. Nous pouvons créer une bonne dizaine de salles de cinéma dignes de ce nom pour préserver la culture. Nous avons besoin d'une volonté politique en matière de culture. S'il n'y avait pas le Centre culturel français à Libreville, il n'y aurait pas de lieu de référence de la culture au Gabon. Et cela ne peut plus être acceptable. Bien sûr, il faudra toujours qu'il y ait un centre culturel français ou un centre culturel américain, mais nous avons besoin de créer dans toutes les provinces du Gabon des centres culturels, des bibliothèques locales, une grande bibliothèque nationale digne de ce nom, afin de préserver notre mémoire et notre identité. C'est absolument nécessaire et c'est notre ambition. Il en est de même du sport, qui est considéré comme la guerre des temps modernes, et puisque nous sommes à l'heure des Jeux Olympiques de Rio, où pourtant présent, c'est presque la Bérésina pour nos sportifs. Alors, quel remède pour hisser le Gabon au rang des grandes nations du sport? En matière de sport, bien entendu, nous sommes en manque d'infrastructures. Vous savez que le principal stade de Libreville est toujours en chantier et que les équipements sportifs font défaut sur l'ensemble du territoire. Bien entendu, l'État devra allouer les budgets nécessaires à la création d'infrastructures nouvelles. Mais nous allons encourager également des partenariats publics-privés, mais le sponsoring des équipes de football par le secteur privé, par les entreprises privées, comme cela a été le cas auparavant. Bien entendu, le sport est une des activités fondamentales pour la jeunesse. Il faudra, dans ce pays, mettre en place de nouvelles infrastructures. Savez-vous que nous n'avons pas de piscine digne de ce nom, alors même que nous sommes, comme vous venez de le dire, en plein Jeux Olympiques au Brésil? Avons-nous des nageurs au Gabon dignes de ce nom dans ce pays où il y a autant de cours d'eau? Nous avons envoyé un nageur à Rio. Eh bien, nous avons beau envoyer un ou deux nageurs à Rio, il n'en demeure pas moins que dans ce pays, pour avoir des sportifs de haut niveau qui puissent exceller dans ce domaine, il ne suffit pas d'avoir des piscines dans tel ou tel hôtel. Nous avons besoin de créer des piscines olympiques ou des piscines municipales, des piscines provinciales. Il faut investir massivement dans le sol, dans les infrastructures sportives, dans tous les secteurs du sport, afin de développer le sport et d'éviter la déperdition des valeurs auprès des jeunes. Nos jeunes s'ennuient, nos jeunes n'ont pas d'activité, notamment pendant les vacances scolaires. Le président des jeunes que je suis, mais qui ne sera pas seulement le président des jeunes, il sera le président de toutes les générations, porte une attention particulière à l'épanouissement de la jeunesse, une jeunesse qui est parfois dans l'ennui, parce que ceux qui gouvernent le Gabon n'ont pas la vision nécessaire pour permettre à la jeunesse gabonaise de s'épanouir, y compris dans le secteur des sports, comme dans le secteur de la culture. Pour parler Avant de
Oui, Bon. allez-y. Oui, pour parler, revenir sur la jeunesse, je disais que la culture, le sport et même les loisirs vont ensemble. Alors, comment est-ce que vous allez encadrer suffisamment la jeunesse pour éviter qu'elle soit pervertie, puisqu'en ce moment, on voit un peu les jeunes qui ne sont pas stables, qui portent les habits, on parle de slimer et tout le reste. Alors, comment comptez-vous donc circonscrire tout cela? Nous l'avons dit, le président de la République du Gabon d'après accordera une grande attention à la jeunesse, mais pas seulement à la jeunesse, aux personnes âgées, aux femmes, aux hommes, aux chômeurs. Ce qui est important, c'est d'affirmer ceci. Notre pays doit reposer sur 3 choses. Les principes, les valeurs et les normes. Nous vivons dans un pays où le système, fondé depuis 1967, a, semble-t-il, encouragé la déperdition des valeurs morales. Nous affirmons qu'au Gabon, il faut redonner toutes ces lettres de noblesse aux principes, aux valeurs et aux normes. Cela signifie que l'État laïque du Gabon pourra promouvoir les principes, les valeurs et les normes, notamment par une fondation d'État qui accompagnera les cultes, les religions, toutes les religions confondues, pour peu qu'elles correspondent aux principes, aux valeurs et aux normes. Parce qu'un État, un gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut s'appuyer sur la société civile, il faut s'appuyer sur les églises, il faut s'appuyer sur les religions, il faut s'appuyer sur toutes les réalités qui permettent de refonder dans ce pays le mieux vivre ensemble. Merci. À 3 minutes de la fin de notre entretien, M. Moubamba, un mot, en 1 minute, un mot sur la diplomatie. À l'heure de la mondialisation, on constate que notre sous-région tarde à s'arrimer. Notre pays est particulièrement pointé du doigt dans l'intégration sous-régionale. Qu'en pensez-vous et que comptez-vous faire justement pour gommer ces disparités? Sous feu le président Omar Bongo Ondimba, le Gabon était connu pour être le pays phare de la sous-région, avec une diplomatie extrêmement active, quel que soit ce qu'on peut en dire, quelles que soient les critiques qu'on peut porter à la diplomatie gabonaise. Nous avons perdu cette rayonnance au niveau de la sous-région. L'intégration sous-régionale passera aussi par une politique d'investissement et de partenariat qui s'appuie sur ce qu'on appellera la coopération décentralisée. Dans le Gabon d'après, les territoires du Gabon pourront coopérer de manière décentralisée avec les territoires des pays voisins. Ce ne sera pas seulement une coopération d'État à État, mais ce sera aussi une coopération de territoire à territoire. Nous imaginons bien que le WNTM a vocation dans le Nord c'est déjà le cas, mais il faut le rationaliser, il faut le formaliser. Si nous voulons une intégration sous-régionale, il faut que les territoires du Gabon puissent coopérer avec les territoires du Congo-Brazzaville, les territoires du Cameroun, les territoires de la Guinée équatoriale. Mais pas seulement les pays frontaliers, mais une politique de jumelage entre les villes, entre les territoires du Gabon et les pays de la sous-région sera de bon aloi, et y compris des partages au niveau des investissements entre les pays de la sous-région et le Gabon. Plus que 30 secondes pour votre mot de fin face au peuple gabonais avant de signer ce livre d'or. Le mot de fin est très simple. Le 27 août, le Gabon sera appelé à élire un nouveau président. Pour ma part, je dis ceci. Lorsque les Gabonais entreront dans l'urne, ils trouveront un bulletin rouge comme le bulletin de feu le président Pierre Mamboundou Mamboundou.
Je demande aux Gabonaises et aux Gabonais de porter leur suffrage sur ce bulletin rouge, non pas seulement pour notre modeste personne, mais en mémoire du président Pierre Mamboundou, en mémoire de Feu André Mbaobam, en mémoire de Joseph Renjambé, en mémoire de nos morts, en mémoire de nos martyrs. Pierre Mamboundou présentait ce bulletin rouge comme un carton rouge, mais également comme le symbole du sang de Jésus qui a racheté l'humanité. En mettant ce bulletin dans l'urne, les Gabonaises et les Gabonais racheteront la nation et ce sera au bénéfice de tous. J'espère que le 27 août, il y aura quelques Gabonaises et quelques Gabonais pour porter leur suffrage sur le bulletin rouge. Que le 27 août soit rouge pour le bien de tous. Je vous invite à bien vouloir apposer votre signature sur ce livre d'or pour immortaliser votre passage à cette émission. Monsieur Boubamba écrit ceci en guise de conclusion. Libres nous sommes, enfin libres, grâce à nous. Grâce à Dieu. Pardon ? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, autant pour moi, nous avons été enfin libérés. Bruno Ben Moubamba. Bruno Ben Moubamba, merci d'être passé à cette émission. Vous étiez le premier invité de cette série qui va se poursuivre tout à l'heure avec le Ndong Sima, deuxième candidat à cette élection présidentielle. Cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous dans moins d'une heure. Électrices, électeurs, ceci vous concerne. Le 27 août 2016, vous allez vous rendre aux urnes. Mais pour que votre vote compte, sachez utiliser à bon escient le lot d'enveloppes à coller qui vous sera remis dans le bureau de vote. Rendu dans l'isoloir, pour que votre suffrage soit valablement exprimé, prenez le bulletin de vote du candidat de votre choix, introduisez-le dans la partie blanche de l'enveloppe marquée « Vote ». Les bulletins non choisis, mettez-les dans la partie noire de l'enveloppe portant la mention « Poubelle ». Retenez donc, on ne met qu'un seul bulletin dans la partie blanche de l'enveloppe, c'est le bulletin choisi de votre candidat. Tous les autres bulletins, mettez-les dans la partie « Poubelle ». Vous ne devez garder aucun bulletin sur vous. C'est à cette condition que votre vote sera validé. Tout autre cas de figure annule votre suffrage. Voter, c'est exercer son droit civique.
Ceci est un message du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation, de la sécurité et de l'hygiène